Ben, peut-être que je débute en fait justement avec les technicalités, si on veut, habituelles, là, juste comme rappel. Ben, bonsoir tout le monde. Je ne sais jamais à 4 heures si on est rendu à bonsoir ou à bon après-midi, mais en tout cas, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle série de la programmation virtuelle des rendez-vous du dimanche de l'APMAC. Cette année encore, on a une très belle programmation qu'on a essayé d'être variée, puis d'avoir encore des sujets là, qui sont moins liés à un seul édifice ou à une seule maison, là, donc qui ne sont pas de l'ordre de la visite comme telle. Euh, Cette année aussi, je voulais juste remercier Alice Moreux, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui a contribué comme bénévole. Là. C'est une nouvelle bénévole au sein du comité de programmation et elle a vraiment largement contribué à la programmation virtuelle de cette année. Donc, je la remercie officiellement. Euh, oui, donc je me présente quand même parce que cette année, on a ouvert donc les conférences virtuelles gratuitement à tout le monde. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux membres. Alors, on espère qu'il y a des non-membres qui sont là et qui vont pouvoir en profiter. Donc, ils sont peut-être un petit peu moins familiers avec la PMAC, alors qu'ils ne me connaîtraient pas, par exemple. Donc, je suis Noémie, je suis la directrice de l'Association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec. Donc, c'est moi qui anime là, ces rencontres du dimanche. Cette année, d'ailleurs, donc après cette première rencontre à laquelle vous êtes inscrite, j'espère que vous serez inscrit et présent aux prochaines. La seconde rencontre, c'est au mois de janvier. Ça porte sur les moulins, maison entre la maison de Pierre et l'horloge. J'adore leur titre. En février, on a le Conseil des métiers d'art, Catherine Charron, qui vient nous parler des ressources du conseil pour les propriétaires de maisons anciennes. Et à la fin, rendu, c'est au mois de mars, oui. Au mois de mars, on parle d'innovation dans les matériaux recyclés. Donc, et là, on a deux invités. Là, on change un petit peu la formule habituelle d'un seul conférencier pour avoir deux invités, justement, qui approchent les matériaux, le recyclage des matériaux de deux façons différentes. Donc, voilà, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Avant de passer la parole à François Varin pour la suite très attendue de sa conférence, je vous rappelle François peut prendre des questions en cours de conférence, là, ça le dévie pas trop. Donc, n'hésitez pas soit à prendre la parole directement ou à mettre votre question dans le chat ou la conversation. Comment ça s'appelle? Discussion en français. Moi, j'ai encore un Zoom en anglais. Euh, et comme vous l'avez entendu en vous joignant ou quand on a activé l'enregistrement, donc ceux qui ne voudraient pas apparaître en ligne ou dont ils ne voudraient pas que leur voix soit entendue peuvent simplement là, l'inscrire là, justement dans l'onglet discussion. Puis moi, je vais essayer de gérer les priorités puis de lire là, vos questions là, pour qu'on y réponde. Donc, il y aura, si vous ne le faites pas en cours de conférence, il y aura une partie à la fin donc, qui sera réservée aux questions. Voilà, donc sans plus tarder, puisque François a peut-être plus besoin de présentation, puisque c'est un collaborateur habituel, puis qu'on en est là, on est au troisième volet des matériaux, la reconnaissance des matériaux. Là, donc, voilà, François, vous pouvez le lire. Là, il est membre de notre groupe conseil. Vous pouvez le lire dans le continuité. Il a fait des fiches techniques. Il a été architecte. Euh, Toute une carrière donc derrière lui. Puis il contribue encore largement là, à former puis à soutenir le développement des connaissances en patrimoine bâti. Donc, voilà, François, à toi pour la suite. Merci, oui. Alors, je vais partager mon écran, si vous me permettez de prendre le temps de le faire correctement. Euh, Est-ce que vous le voyez? Oui, Très très bien. bien. Très bien. Mhm. Alors, je vais mettre ça en diaporama. Je vais commencer en rappelant un peu ce qu'on a fait en mars, la première session. J'avais parlé de la recherche qui était essentielle de photographie ancienne ça nous aide à mieux comprendre notre bâtiment, aussi mieux saisir sa période de construction et son évolution. Et j'avais montré cette photo-là, qui était une photo d'un un bâtiment qui, à gauche, en apparence, est très simple, mais quand on voit quand même, il y avait beaucoup plus à offrir ce bâtiment-là à l'époque où il a été en occupation. J'avais parlé aussi que c'était important d'élaborer un dossier de projet, c'est-à-dire que sans que ce soit très savant, c'est juste que
il faut un peu structurer quand on veut bien comprendre un bâtiment, mais il faut un peu structurer son analyse. Alors, faire une recherche, encore une fois, on ne prend pas 2 ans pour faire la recherche. On peut prendre 2 ans si on le souhaite, mais on fait une recherche élémentaire de documents qu'on peut retrouver ici et là. J'en avais parlé donc en avril dernier. On fait une analyse visuelle photographique du bâtiment. Souvent, en photographiant, on observe davantage des choses. On peut faire un curtage, comme j'en avais parlé, faire une recherche comparative, c'est-à-dire qu'on compare avec des bâtiments d'une même époque. On peut faire un relevé et on élabore un peu les travaux qu'on devrait faire, les travaux d'abord prioritaires et ceux qui sont secondaires. Et bien sûr, on peut se donner aussi un programme d'entretien, c'est-à-dire se rappeler que les matériaux évoluent, vieillissent différemment et que on devrait les entretenir avec une certaine régularité. Donc, à partir de ça, j'avais parlé comment c'était important en faisant ce dossier de projet, ben, en même temps, on observe plus attentivement et on décode des éléments, des traces des différentes étapes de l'évolution du bâtiment. Ce que nous avons vu donc le 28 avril dernier, c'est on a commencé à regarder, parce qu'on parle de comment reconnaître des composantes de nos bâtiments et comment dater en fonction de à quelle période on retrouvait davantage tel ou tel matériau ou telle composante. On a donc vu les fondations, on a vu la structure des murs, on a vu la charpente. Je pense que l'APMAC a enregistré tout ça, donc c'est assez facile de s'y retrouver, j'imagine. Et on avait aussi abordé les revêtements des murs. Alors, aujourd'hui, on va donc poursuivre. Donc, c'est la session 2 et on va d'abord entreprendre la question des finis intérieurs. J'ai élaboré un tableau comme je l'ai fait pour d'autres éléments, un tableau qui montre un peu les différents matériaux qu'on a retrouvés pour finir nos intérieurs, les murs. Et en haut, vous avez un peu les périodes habituellement qu'on reconnaît pour l'un et l'autre de ces revêtements de finition intérieure. Je vais donc vous présenter certains de ces revêtements-là pour comprendre un peu leur période, leur époque. Euh, le premier fini était un plâtre sur picotis de chevillette. Je vais vous montrer ce que c'est par après. On a ensuite des lattes qui ont été fendues. On a ensuite des lattes qui ont été sciées, qui retenaient le plâtre, bien sûr. On a par la suite les lambris de bois, parfois des larges planches qui viennent recouvrir les murs intérieurs. Ensuite, des planches plus étroites. On a des plafonds en caisson pour les plafonds de nos intérieurs. Le métal embossé, qui est un phénomène très fin 19e, qu'on va retrouver ici et là dans certains bâtiments, notamment dans certains commerces. Je pense entre autres sur l'avenue Mont-Royal, il y a beaucoup de plafonds ou de murs, de revêtements de murs en métal embossé. Bien sûr, la tapisserie. La tapisserie, on a eu des premières tapisseries au 18e qui étaient des carrés de papier peint qui étaient fixés carré par carré. Et bien sûr que au 19e, euh, ça- on invente le papier peint en rouleau, là. Mais le papier peint en rouleau n'est pas un phénomène 18e, c'est un phénomène vraiment 19e, fin 19e. Et vous avez tous ces matériaux comme, bien sûr, comme le l'incrusta, le burlap, l'anaglypta, qui ont tous des matériaux à base de jute et de goudron qui sont embossés. J'allais voir, je vais vous montrer des photos de tout ça pour bien saisir ce que c'est. Et quand on retrouve ces éléments-là, bon, on est vraiment dans un contexte beaucoup plus 1880, fin 19e. Et bien sûr, nos fameux panneaux préfinis qu'on a retrouvés dans les années 1950, souvent dans nos intérieurs, euh, qui sont vraiment un phénomène beaucoup plus deuxième moitié du 20e siècle. Alors, voyons un peu ces différents euh, matériaux de finition des murs intérieurs. Alors, vous avez ici le fameux picotis de chevillette. Ça, c'est vraiment exceptionnel quand on trouve ça. Bien sûr, si on pouvait déshabiller tous les bâtiments, on en trouverait plusieurs, j'imagine, pour autant que le bâtiment, bien sûr, date du 17e ou du 18e. Alors, si vous retrouvez du picotis de chevillette dans le bâtiment que vous possédez, bien sûr, on est dans un contexte 18e, fort probablement davantage. Et on voit très bien que ce sont des petites chevillettes de bois. Je pense que j'ai une photo en rapproché. Oui. Des petites chevillettes de bois qui sont piquées dans
le pièce sur pièce dans les pièces de charpente qui font la structure des murs et on vient accrocher à ces chevillettes le plâtre intérieur. Vous avez ensuite les lattes de bois qui étaient fendues. Comme ici, on voit, on est dans un contexte 1750 ici. Donc, c'est vraiment avec la hachette, on fendait des petites pièces de bois et qui vont servir, qui vont être clouées et qui vont servir à l'accrochage du plâtre. Donc, on peut comprendre que le plâtre a été beaucoup un matériau de finition intérieure, ainsi que le bois, bien sûr, considérant l'abondance du bois au Québec. Vous avez ici, euh, un- vous avez des lattes fendues. On regarde un plafond. Vous avez des lattes fendues qui ont été recouvertes d'un panelage d'un plafond en caisson. euh, et à la faveur de travaux de restauration, bon, on découvre que sous ce plafond en caisson, ben, vous aviez des lattes fendues qui retenaient donc un plâtre. Donc, ce plafond en caisson a succédé au plâtre. Et là, on est vraiment donc au 18e, au début 19e. Vous avez bien sûr des grandeurs comme ici la maison Van Felsen vers 1780. Et là, on peut comprendre qu'on est donc dans des maisons davantage de nobles, de maisons davantage raffinées et qu'on peut retrouver ici et là dans différentes maisons. Il y en avait beaucoup à Place-Royale au Québec. Il y en a certainement aussi dans le Vieux-Montréal, beaucoup de ces lambris de bois comme au Château de Ramsay, par exemple. Et là, on est vraiment dans un contexte où, surtout par les motifs qu'on voit ici au niveau de ces caissons-là, vraiment des motifs qui nous ramènent à l'époque 18e pour la majorité. Et vous avez bien sûr, j'ai parlé probablement aussi la période charnière là, de la fin du 19e où l'industrialisation du bâtiment se développe énormément. On invente toutes sortes de nouveaux matériaux, mais c'est qu'aussi on fait un usage important du plâtre avec beaucoup de mouluration très importante. On parle de cette époque-là comme étant l'époque victorienne, mais si on regardait les styles, on verrait qu'il y a beaucoup de styles dans cette période-là qu'on appelle l'époque victorienne, l'architecture victorienne. Donc, ce n'est pas qu'un seul type de- un seul type d'architectural à cette époque-là. Mais on voit très bien que pour poser le plâtre, ben, il faut effectivement qu'encore une fois qu'on a un support. Et vous avez ici des lattes qui sont sciées qui servent de support pour le plâtre. Donc, le plâtre va venir s'imbriquer entre ces lattes-là et s'accrocher à ces lattes-là, aux lattes sciées. Donc, on est vraiment vers la fin du 19e. Et regardez ici les différentes moulations de plâtre qu'on a développées euh, à la fin 19e. À la fin 19e, ben, il y avait vraiment cette volonté de manifester, de démontrer sa fierté d'avoir un bâtiment architecturalement très élaboré. C'est aussi l'époque où extérieurement, les vérandas se développent, les logettes, les oriels, tous ces éléments-là qui font une architecture très, très décorative à la fin du 19e. Alors, tous ces éléments de plâtre, euh, il y avait un gabarit qui était formé et le plâtrier, ben, avec une truelle, avec sa truelle avec le plâtre, ben, lissait et faisait ses moulurations. Et ça, il y a encore des plâtriers qui peuvent le faire, mais ça demande vraiment d'avoir une certaine dextérité, une certaine compétence pour réaliser ces éléments de plâtre. Et vous avez bien sûr, fin 19e, début 20e, l'usage important des murs à l'intérieur. Le placo-plâtre qu'on connaît bien est un phénomène vraiment davantage milieu 20e, deuxième moitié du 20e siècle. Donc, si on retrouve des petites planches de bois comme ça, on est vraiment dans un contexte tournant de siècle et début 20e siècle. Vous avez ici ce dont je parlais tantôt, l'anaglypta. Donc, c'est sur une base de jute. On embosse une espèce de matière de goudron et de résine, de fibre, et on simule comme ça des motifs. Et on a beaucoup de ça dans les bas murs des
des habitations, notamment vers la fin du 19e siècle. Alors, vous avez ici d'autres motifs qu'on retrouve. Donc, on voit très bien, c'est les bas murs qui sont recouverts de ce matériau-là, qu'on peut, on dit Anaglypta, Lincrusta Walton. Euh, en fait, c'est du nom de l'inventeur de l'un et l'autre de ces matériaux. Donc, c'est intéressant quand on trouve ces éléments-là parce que c'est vraiment le début de l'industrialisation du bâtiment. On est au début, donc 20e, et c'est intéressant. Et bien sûr que c'est peut-être difficile de trouver quand on a à réparer, mais on sait qu'il existe un site euh, américain qu'on appelle Old House Journal, là, où on peut trouver, peut-être l'ai-je déjà mentionné, mais probablement j'ai dû le mentionner déjà parce que c'est important de garder ça en tête qu'on peut aujourd'hui avoir n'importe quel matériau même s'il date du 18e ou 19e, sur le marché américain. Les Américains ont vraiment beaucoup privilégié et encouragé le développement d'entreprises qui reproduisent des matériaux traditionnels qu'on retrouve sur nos bâtiments anciens. Et maintenant, aujourd'hui, avec UPS ou avec on peut se faire venir ça. On va sur le site, on commande, puis on peut obtenir ces matériaux-là. Comme on peut acheter de la robinetterie, par exemple, pour nos chambres de bain, la robinetterie à l'image ancienne, des luminaires au gaz, toutes sortes d'éléments qu'on peut acheter à travers ce site-là. Mais ce qui est intéressant parfois, c'est qu'on peut avoir des belles surprises, comme ici, vous avez le Lincrusta Walton, on voit très bien, c'est sur une jute, on voit la jute derrière. Je me suis occupé de la restauration d'un site où justement on avait cet élément-là. C'était très difficile de retrouver l'équivalent et on a retrouvé dans les combles un rouleau non utilisé de ce matériau-là. Et donc, ça a été possible de restaurer assez simplement. Et tout ça pour souligner le fait que dans une maison ancienne, quand on va dans l'entretoit, dans les combles, souvent on peut faire des belles surprises ou au sous-sol, bien sûr aussi. Donc, de ne pas hésiter à arpenter votre bâtiment, mais j'imagine que tous, vous l'avez déjà fait et les surprises qu'il y avait à faire, vous les avez faites, j'imagine. Vous avez ici la tôle embossée, donc, qui est un phénomène très début 20e, fin 19e, bien sûr. On peut comprendre qu'avec le développement des machines euh, hydrauliques, les machines où on pouvait embosser des tôles, on pouvait euh, produire des tôles de grandes dimensions, embosser des tôles. Ben, on se retrouve avec ce matériau-là qui est très intéressant, qu'on retrouve dans différents intérieurs. On avait même des corniches à l'intérieur un peu comme aujourd'hui on a ouais, traditionnellement on avait les doucines ou les moulures de bois, mais on pouvait reproduire en tôle certaines moulures pour faire entièrement un lambrissage de tôle embossée dans certains intérieurs. Vous me suivez bien, ça va? Je m'excuse si j'ai l'air à parler de façon précipitée, c'est que je me rends compte que j'ai toujours trop de matériel, puis là je me mets comme dans l'idée de ne pas prendre plus trop de temps aujourd'hui encore pour qu'on puisse vraiment arriver à finir cette session 2 là. Ben, au mieux ou au pire, on verra, mais au mieux, on en fera une suite. Oui. Alors, On n'est pas limité. alors, j'ai donc parlé des finis sur les murs. Regardons maintenant les revêtements de toiture selon les époques. Vous avez au début le chaume, vous avez ensuite la planche à couvre-joint dont l'expérience va être rapidement mise de côté. Parce que les grandes planches sur une toiture sous les actions du soleil vont tordre. C'est très difficile de maintenir la stabilité des planches quand elles sont soumises comme ça aux intempéries, puis aux rayons solaires. Vous avez la planche à clin, vous avez l'ardoise. L'ardoise, il y a eu deux périodes d'utilisation de l'ardoise. Une période où l'ardoise lestait les vaisseaux qui venaient ici. Les vaisseaux repartaient chargés de bois pour l'Europe et revenaient lestés avec de la pierre, avec de l'ardoise. Et on a développé beaucoup de carrières d'ardoise au Québec au milieu du 19e siècle. Il y avait
une trentaine de carrières d'ardoise, je pense, au Québec à une époque. Il y en a encore une carrière d'ardoise à à Saint-Marc-du-Lac-Long, excusez-moi, qui produit encore de l'ardoise. Mais souvent, on avait de l'ardoise de couleur rougeâtre, euh, couleur verte parfois. Alors, on peut comprendre que des ardoises qui venaient de carrières à Terre-Neuve ou en Nouvelle-Écosse ou en Ontario ou aux États-Unis. Vous avez la tôle à la canadienne. La tôle à la canadienne, bien sûr, est un phénomène très intéressant. Euh, la toile canadienne est un produit, une façon de faire typiquement québécoise, ou pour être plus précis, typiquement Bas-Canada, c'est-à-dire que tout ce qui était le Canada francophone, donc un peu de l'Ontario, un peu le Nouveau-Brunswick, mais majoritairement le Québec. Alors, c'est un revêtement de tôle qui a été développé avec des petites feuilles de tôle pour recouvrir nos toitures dès le milieu du 18e et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, si je fais la référence, le bardeau de bois, j'ai escamoté le bardeau de bois, j'ai passé très rapidement dessus, mais le bardeau de bois et la toile à la canadienne sont vraiment les deux matériaux de revêtement typiques de nos toitures au Québec, qui sont le plus abondamment utilisés. Et quand on fait une restauration, parce qu'on est souvent confronté à ça, que le bardeau de bois aujourd'hui, à moins qu'on reviendrait à fendre à nouveau le bardeau de bois, qui est très résistant, je vais montrer des images par après. Euh, le choix naturel qui vient à nous, c'est de mettre de la toile à la canadienne parce que c'est typiquement québécois. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde, la toile à la canadienne. Ensuite, vous avez la tôle pincée ou à baguette. On peut comprendre que la tôle à baguette demande des grandes feuilles de tôle, donc des laises de tôle. Et avec l'industrialisation du bâtiment, encore une fois, au milieu du 19e siècle, on a des grands laminoirs qui peuvent nous faire des grandes feuilles de tôle. C'est là qu'on va développer le système à joint pincé ou à baguette. Vous avez la toile embossée dont je parlais tantôt. Ce sont des petites feuilles de tôle qu'on va assembler un peu comme on pose du bardeau de bois. On part du débord du toit, on va vers le sommet de la toiture. Vous avez l'asphalte et goudron qui est un phénomène très tournant de siècle, bien sûr, mais davantage utilisé au début 20e. Et bien sûr, la tôle qu'on a appelée la tôle de grange, la tôle à nervure, qui est un phénomène aussi début 20e. Beaucoup de bâtiments en milieu rural étaient recouverts de bardeaux de bois et la tôle à nervure est venue remplacer ou s'installer sur le bardeau de bois dans beaucoup de bâtiments en milieu rural. Je vais vous parler du bardeau de bois tantôt. Je vais d'abord voir avec vous certaines photographies. Regardez ici, vous avez les fameuses euh, toitures à planches avec couvre-joint. On voit que les planches sont, dans la photo de détail, les planches sont rainurées et il y a une languette qui les retient ensemble. Et vous avez une baguette. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Voyez-vous mon curseur? Oui. Oui. Oui, Alors, le on voit. curseur, la baguette est ici. Elle vient donc protéger le joint des infiltrations. Mais on peut comprendre que ces grandes planches de bois-là vont être soumises à des forces importantes dues à l'humidité qui est sur une toiture, aux rayons solaires, et elles vont tordre. Donc, on n'arrivera pas souvent à avoir une bonne étanchéité. On va donc oublier assez rapidement la planche couvre-joint. Vous avez, dans le fond, le matériau qui va être préféré dans ces dimensionnements, qui est le bardeau de bois, dès le 17e, 18e, considérant l'abondance du cèdre blanc de l'Est au Québec. Donc, ça va être vraiment l'essence de bois qui va être privilégiée pour, euh, pour la maison au Québec. Et je vais vous montrer, vous avez ici une photo qui montre, juste vous montrer comment le bardeau de bois était vraiment très répandu. Vous avez ici une photo du Vieux-Montréal, qui est la plus vieille photo qu'on connaît du Vieux-Montréal, de 1852. Tous les bâtiments à l'avant-plan sont recouverts de bardeaux de bois. Malgré les édits royaux, malgré la réglementation qui interdisait en milieu urbain
dès le 18e, excusez-moi, de faire nos couvertures en barre de bois, reste que il n'y avait pas vraiment d'autres matériaux qui existaient abondamment pour être capable de faire le revêtement de couverture. Alors, c'est assez surprenant de voir que même avec la densité qu'avait le Montréal, le vieux Montréal, ça c'est en fait c'est la rue Craig à l'avant-plan. Ben, le barre de bois était abondamment utilisé. Vous avez ici l'ardoise. Donc, l'ardoise, deux périodes d'utilisation. Une période, donc, au 17e et 18e, et bien sûr, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, quand on voit des bâtiments recouverts d'ardoise, c'est beaucoup des bâtiments qui sont de l'époque victorienne, donc la deuxième moitié du 19e siècle. Et on voit très bien ici les motifs qu'on peut euh, reproduire avec l'ardoise. Et vous avez aussi les couleurs. Ici, ça a été délavé sous l'action du soleil, mais on voit l'ardoise qui est un peu de couleur, est-ce qu'on dit pourpre? Est-ce qu'on dit, ouais, pourpre peut-être. Vous avez des ardoises vertes et bien sûr l'ardoise qu'on connaît davantage, la gris, l'ardoise grise. Mais on crée des motifs, des jeux de des harmonies d'arrangement d'ardoise avec les différentes couleurs d'ardoise qu'on pouvait trouver. Et vous avez la fameuse tôle à la canadienne, qui est vraiment, d'abord, qui est très belle, qui est assez particulière comme revêtement parce que ça fait chanter la lumière, c'est très, et qui date donc davantage 18e et même utilisé jusqu'au 20e siècle. C'est encore toujours un revêtement qu'on va privilégier, même on est déjà rendu au 21e maintenant, là. Faut que je me mette à jour. Même au 21e siècle, c'est utilisé. Euh, on se, peut-être en ai-je déjà parlé parce que les- la disposition de la toile à la canadienne, elle est en lèse oblique. Et ces lèses obliques-là, c'est pour que l'eau ne perle pas si on avait des rangs à l'horizontale. L'eau perlerait et resterait accrochée et risquerait de faire rouiller. Donc, en le mettant en diagonale, l'eau est appelée à aller rapidement euh, sur les côtés pour évacuer la toiture. Donc, c'est une façon d'assurer la longévité du revêtement de tôle sur la toile, les bâtiments recouverts de tôle à la canadienne. Et vous avez ici, pour vous montrer comment c'est un phénomène, c'est un revêtement qui est quand même très ancien, vous avez ici une aquarelle de James Pattison Coburn, qui est un militaire. C'est une aquarelle qui montre la place est-ce que c'est la place du marché? euh, à Québec, vers 1830. Et vous voyez très bien le- la symbolisation ici du revêtement d'auto à la canadienne en lèse oblique. Vous avez ici la toile à baguette. La toile à baguette qui est davantage, donc je le disais tantôt, un phénomène deuxième moitié du 19e, puisque il fallait qu'on puisse faire des grandes feuilles de tôle. Donc, il fallait que les laminoirs soient développés davantage pour être capable donc de laminer des feuilles de tôle de grande dimension. Et la baguette servait donc à faire en sorte d'assurer l'étanchéité entre deux lèzes. Les lèzes étaient placées dans le rampant de la toiture et on les réunissait en les remontant, en les remontant et en les tapant sur une baguette de bois qui était fixée sur la toiture, bien sûr, et qui était de forme trapézoïdale. Euh, C'est sûr que si on pouvait prendre, j'ai pas le détail ici, mais je pourrais vous le montrer éventuellement, mais ça faisait partie des sessions où on regardait un peu l'évolution des différents matériaux. Là, on est plus au niveau de la datation des matériaux, mais le trapèze permettait de tenir compte des efforts de contraction et de dilatation de la tôle. Donc, c'est jamais une baguette qui est carrée, mais une baguette qui permet, donc c'est un trapèze inversé qui est fixé sur la toiture et la partie plus étroite permet à la tôle de prendre les efforts de dilatation. Vous avez ici un joint pincé et vous avez dans la petite photo en vignette, vous avez un peu l'outil qui permet de pincer le joint. Donc, au lieu d'avoir une baguette de bois sur laquelle on rabat les lèzes de tôle,
c'est les deux laises qui sont remontées, repliées sur elles-mêmes et qui sont tapées, pincées avec cet outil-là qu'on voit dans la petite photo ici en vignette. Vous me suivez? Tout va bien? Oui, moi, François, j'avais une question, en Oui. fait, entre la tôle à la canadienne puis la tôle pincée. euh, c'est c'est quoi comme pourquoi est-ce qu'on choisit plutôt l'un ou plutôt l'autre? Ben, il y a, dans un cas pincé, c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup Ah, plus rapide d'exécution. hmm, À baguette, il faut avoir la baguette, il faut la tailler, mhm, il faut la fixer, il faut faire en sorte que quand on rabat la tôle, il faut la souder ou il faut la graffer. Alors, c'est plus long, c'est plus compliqué. Mais les bâtiments plus importants sont jamais recouverts de toile à joint pincé. La toile à baguette est beaucoup plus résistante. Imaginez quand vous avez à déneiger ou à déglacer une toiture à joint pincé, ben avec votre maillet de bois, vous pouvez carrément tordre le joint et rendre la toiture moins étanche. Alors qu'avec une baguette, il n'y a pas de problème pour taper avec un maillet de bois pour casser la glace ou casser l'accumulation de neige durcie. Alors, c'est beaucoup plus résistant à baguette, mais plus coûteux, plus long à faire. Il faut prendre le temps de le faire. Et donc, c'était davantage sur des bâtiments plus importants ou des gens qui pouvaient se le permettre où on utilisait la baguette. OK. Merci. Et vous avez bien sûr, avec le tournant de siècle, et je devrais maintenant dire virement tournant du 20e siècle, bien que j'ai écrit plus bas début 20e, c'est la tôle à motif embossée. Je parlais des feuilles de tôle embossées. Alors, c'est des petits carrés de tôle et on va les agrafer et du bas vers le haut, on va un peu à la façon dont on pose le bardeau de bois, par exemple. Sauf que là, c'est différent parce que c'est agrafé. Et vous avez la grande tôle, la tôle de grange à nervure, comme on appelle, qui a été très popularisée, très utilisée parce que très peu coûteuse dans beaucoup de bâtiments en milieu rural. Autant les maisons que les granges que des bâtiments secondaires. Alors donc, quand on voit ça, on est vraiment au tournant du 20e siècle. On ne peut pas avoir ça avant. Et après, ben, il y a eu beaucoup de matériaux qui vont se développer dans les années 1950, qui fait on va abandonner progressivement ces matériaux-là pour des matériaux plus contemporains. Vous avez ici un exemple de ces feuilles de tôle embossées qui recouvrent une toiture. C'est très étanche. Bien sûr, il n'y a pas de problème parce que vous avez le rang du bas qui est agrafé à l'horizontale et vous avez le rang supérieur qui vient s'agrafer à la verticale. Et on va comme ça du bas vers le haut, donc il n'y a aucun problème d'étanchéité. On en retrouve beaucoup ça en Gaspésie, beaucoup aussi dans certains milieux plus populaires à Montréal ou à Québec. Dans le fond, c'était ça. L'industrialisation des bâtiments a permis au 20e siècle de rendre davantage abordable et donc de populariser certains matériaux qu'on a retrouvés plus abondamment au niveau de construction plus modeste, plus simple. Vous avez un autre exemple ici où les feuilles de tôle imitent l'ardoise. Et vous voyez très bien la dimension de ces feuilles de tôle ici, là. On voit très bien la dimension des carrés qui sont agrafés l'un avec l'autre. Bien sûr, des types de lucarnes. Les lucarnes, c'est difficile de dater des lucarnes, mais convenons que au 17e, 18e, on n'avait pas vraiment de lucarnes. Euh, Quand on va pouvoir être capable de rendre plus étanches nos toitures, d'être capable de faire des solins, donc d'avoir une abondance de recours à la tôle en lanière, on va pouvoir davantage euh, développer les lucarnes. Mais moi, je voulais montrer ici qu'on peut avoir plusieurs types de lucarnes. Et tout est en fonction, bien sûr, de l'âge d'un bâtiment. Et on peut comprendre que les lucarnes les plus répandues sont vraiment la lucarne en pignon sans saillie ou celle avec avant-toit ou avec saillie, le A et le B. On a ici en B la lucarne à croupe. Et on peut comprendre que si on recouvre nos toitures avec du bardeau de bois, c'est très difficile de faire une lucarne comme celle-là qui est étanche.
Mais avec de la tôle à la canadienne ou avec de la tôle, on est capable de rendre étanches les toitures de ces lucarnes-là. Ici, il n'y a pas de problème pour faire des toitures de ces lucarnes en bardeaux de bois. Donc, on se situe davantage avant 1850. Mais on comprend bien que quand je dis avant, c'est quand les manifestations principales, mais on comprend qu'on peut encore faire de ces lucarnes-là aujourd'hui. On s'entend bien là. Vous avez une lucarne en fronton, vous avez une lucarne à toit en arc de cercle. On peut comprendre qu'oublions de faire ça avec du bardeau de bois. On est dans le phénomène où la tôle est assez accessible. Et bien sûr, la lucarne en pente. Chien assis est une mauvaise définition parce que le chien assis, la lucarne serait inversée. Le toit serait inversé par rapport à la pente de la toiture. Donc, c'est beaucoup plus, on doit dire beaucoup plus une lucarne rampante dans ce cas-ci. Et bien sûr, tous ces éléments qu'on retrouve sur qui couronnent nos cheminées, qu'on appelle des mitrons, la mitre étant l'ensemble du couronnement de la cheminée, et les mitrons étant ces éléments de terre cuite, comme ici on voit, qui sont vraiment, encore une fois, 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e, où il y a toute ce souci, cette volonté d'ornementer les constructions à cette époque victorienne. Alors, on voit ici donc, la mitre du couronnement de cheminée. On voit très bien ici les mitrons. Et chaque mitron, euh, fait en passant, chaque mitron vous indique qu'il y a un conduit de cheminée. C'est-à-dire que vous avez probablement une maison ici qui a un sous-sol qui a un foyer, euh, le rez-de-chaussée qui a un foyer, l'étage et peut-être même le deuxième étage. Tout dépend de l'importance du bâtiment. Alors, chaque mitron vient donc terminer le couronnement d'un conduit de cheminée. Les modes de chauffage. Peut-être que j'aurais peut-être dû tout faire l'intérieur d'un coup, tout faire l'extérieur d'un autre, mais en tout cas, je me promène comme ça. Vous m'en excuserez, euh, mais j'y vais en fonction des tableaux que j'ai produits là ici. C'est intéressant les modes de chauffage parce que les modes de chauffage sont directement liés à la façon dont on va occuper nos bâtiments. Je vais revenir sur cet aspect-là. Vous avez des feux ouverts sans tirage. Donc, au tout début de la colonie, on va faire des feux qui sont ouverts, qui n'ont pas de tirage, mais on va se rendre compte, bien sûr, que c'est très dangereux. On va donc faire des âtres de cheminée. Le poêle à bois va arriver. Vous savez que les forges du Saint-Maurice ont produit des poêles à bois, des poêles en fonte dans les années 1750. Donc, le poêle à bois va être introduit sur le marché vers cette période-là. Vous avez les poêles à charbon qui vont venir être encastrés dans des anciens âtres de cheminée. On est à l'époque victorienne et vous allez voir les poêles de salon en fonte, les, l'eau chaude qui arrive. J'ai l'eau chaude parce qu'on peut comprendre quand on dit eau chaude, on dit des calorifères à l'eau chaude. On est dans les éléments de chauffage. C'est un phénomène, encore une fois, deuxième moitié du 19e, la vapeur chaude, l'air chaud. Alors, c'est tous des phénomènes là, où, avec l'industrialisation du bâtiment, on va avoir beaucoup d'options possibles pour chauffer nos bâtiments euh, à cette époque-là. Et bien sûr, nos plaintes électriques est un phénomène davantage euh, vers 1930-1940. L'électricité est un phénomène très récent dans l'histoire de la construction. Vous savez que les îles de Madeleine ont été électrifiées seulement en 1950. Il y a eu beaucoup de gravures qui ont montré la découverte de l'électricité à Montréal, des gravures qui datent de 1880-1890. Donc, l'électricité est une invention, une découverte qui est relativement récente dans l'histoire de la construction, malgré que ça a déjà maintenant quasiment 150 ans. Mais pourquoi j'insistais sur le fait que les modes de chauffage sont importants à comprendre, c'est que au début de la colonie, dès qu'arrivait la saison froide, on se réfugiait tous au niveau du rez-de-chaussée. L'étage était fermé, les combles étaient fermés. Et on chauffait donc le rez-de-chaussée, on couchait, tout se faisait au rez-de-chaussée.
Dans la mesure où on est capable de mieux isoler nos bâtiments, donc il y a aussi à faire le lien avec l'isolation. On comprend mieux comment rendre plus thermiquement isoler nos bâtiments. On va être en mesure de monter à l'étage et d'occuper l'étage avec les poêles, entre autres les poêles à bois. On va pouvoir, avec des conduits qui vont aux étages, on va pouvoir chauffer l'étage. On va pouvoir dormir à l'étage durant l'hiver. J'ai ici euh, un début d'intérieur au début, un intérieur au début du 18e. Vous voyez très bien que vous avez un âtre, vous avez un poêle, les couchettes, c'est bien indiqué, les couchettes, c'est un relevé qui a été fait à partir des actes notariés. Et ça, c'est la maison de Jacques Fauché de Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. On n'occupait pas l'étage en saison froide. Alors, si on regarde l'évolution justement du chauffage, vous avez ici au 17e, 18e, en milieu rural, l'âtre de cheminée qui servait à la fois à la cuisson des aliments et à la fois au chauffage. Vous avez ici encore 17e, 18e, encore une fois, des choses plus élaborées ici, 18e. Vous avez la pierre taillée avec une plate-bande qui fait le couvrement parce que le foyer, l'âtre est très ouverte. On avait des grosses pièces de bois ici, et ici on a la pierre de taille avec une plate-bande, avec une clé ici qui permet que ça soit stable. Vous avez ici déjà une indication que à l'âtre qui a servi donc au début 18e, vous avez ici ce qu'on appelle le trou de virole. Donc, vous avez une idée que cette même conduite cheminée a servi ultérieurement à rattacher un poêle, ce qu'on appelle un feu fermé, qui est donc placé plus à l'intérieur dans la pièce et qui va venir se raccorder dans le conduit de ce foyer. Et vous avez ici, bien sûr, donc un intérieur en milieu urbain au début 19e, avec ce qu'on appelle le manteau de cheminée menuisé, donc tout en bois, qui sert aussi à la cuisson. On est au début. Et vous avez, comme j'expliquais tantôt, cette ère victorienne qui nous amène toutes sortes de façons de ménager nos intérieurs. Vous avez donc des poêles en fonte qui vont être intégrés dans les anciens âtres de cheminée et qui vont être alimentés au charbon de bois. Et donc, c'est le phénomène où le charbon de bois, où vous avez des soupiraux qui sont aménagés pour qu'on puisse, que la livraison de charbon de bois se fasse par les soupiraux. Donc, nos sous-sols vont davantage être occupés parce qu'au début, les sous-sols étaient davantage des vides sanitaires. On va creuser davantage par la suite pour à la fois stocker des matières alimentaires, les patates ou ces choses-là, mais aussi parce qu'on veut recevoir le charbon qui va nous permettre d'alimenter nos, nos, nos poêles à charbon qui vont être intégrés dans les âtres de cheminée. Vous avez des exemples, beaucoup d'illustrations existent sur la diversité, la grande variété de ces poêles à charbon intégrés dans les âtres de cheminée. Et vous avez les fameux poêles à deux ponts, comme ici. Les forges du Saint-Maurice ont produit dès le 18e des poêles fermés, donc des poêles qui se rattachaient à des conduits de cheminée. Mais avant que ce soit popularisé, on va se retrouver surtout au 19e. Mais on en a produit pour les gens plus fortunés dès le 18e. Et donc, ces poêles-là servaient à la fois à chauffer et à la fois à faire la cuisine. J'aurais dû mettre ça avant, c'est une autre grille à charbon de bois qui est à fin 19e, avec un manteau de cheminée de bois avec des appliqués de plâtre. Alors, cette période victorienne a donné lieu à beaucoup de décors, euh, beaucoup d'éléments qui ornementaient les intérieurs de bâtiments. Et vous avez bien sûr la première moitié du 20e siècle, mon beau poêle Bélanger, comme on l'a connu. Alors, toute la
le développement de ces poêles qui sont un peu le, le successeur des poêles en fonte produits par exemple par les Forges du Saint-Maurice. Mais on comprend que ces poêles-là sont typiquement tournant, tournant 20e, début 20e. Et vous avez aussi les calorifères, donc à l'eau chaude, qu'on retrouve vers la fin 19e, pas avant, qui veulent dire donc des grosses chaudières alimentées au charbon de bois qui vont être installées au sous-sol. Donc on peut comprendre qu'à ce moment-là, le sous-sol étant entièrement un étage euh, d'occupation, parce que pour avoir des chaudières alimentées au charbon de bois, ben, il faut qu'on ait de l'espace en hauteur suffisant et qui vont alimenter avec tout un réseau de distribution euh, des radiateurs, comme on voit ici, des très beaux radiateurs avec beaucoup de motifs. Donc, on est fin 19e, début 20e. Revoyons maintenant les planchers. Les planchers, on peut comprendre qu'au début de la colonie, au début de la colonie, on avait beaucoup des bâtiments étaient voûtés. Hein, le rez-de-chaussée était établi sur des voûtes et sur les voûtes, on mettait, sur l'extrado des voûtes, on établissait des dalles de pierre. Donc, les voûtes étaient chargées de mortier et les dalles de pierre étaient noyées dans le mortier et tout ça reposait sur des voûtes, sur l'extrado des voûtes. Par la suite, ou à peu près au même moment, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une abondance de la ressource bois au pays, on peut comprendre que les voûtes, c'est le régime français. Les gens qui viennent d'Europe, de France, vont bâtir comme ils le faisaient, donc ils vont bâtir des voûtes, mais rapidement, l'abondance du bois va permettre de faire des étages avec des grandes pièces, des grosses pièces de bois euh, de forme trapézoïdale, sensiblement, accolées une contre l'autre, sur lequel on va maintenant déposer les dalles de pierre. Par après, on va avoir des larges planches qui vont venir sur ces mêmes poutres jointives. Et par la suite, on va comprendre comment on peut se permettre de limiter la quantité de bois utilisée. Donc, ça va être des planches sur des poutres espacées. Mais il fallait qu'à ce moment-là qu'on comprenne la performance technique des poutres, du bois de grande dimension, où on pouvait se permettre de les espacer. Et on va donc avoir des intérieurs avec des poutres espacées habituellement au- aux 5, aux 4 ou 5 pieds et sur lesquels on va installer des larges planches de bois. Et vous avez aussi, euh, on va appeler ça donc des solives, ces poutres de bois-là davantage. On va avoir des planchettes, des planches à fausses languettes à une époque. On va avoir de larges planches en bouveté, des planches moyennes, des planches étroites de bois dur. On voit comment tout va évoluer à la fois pour utiliser moins de ressources, mais où le bois va être omniprésent pour la construction des planchers au Québec. Et bien sûr, la marqueterie est un phénomène très milieu 20e au Québec, alors qu'en Europe, on en a beaucoup de marqueterie euh, dès le 18e, 19e. Mais ici, on va utiliser de façon plus simple, plus brute, si vous appelez, les planches, mais on va, avec les rebuts de bois, on va développer de la marqueterie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est des petits carrés des petites planchettes de bois qui a en alternance, là, qui est un phénomène très 1950. Le linoléum va être introduit au début du 20e sur les planches pour un peu moderniser nos planchers dans nos intérieurs. Et on va avoir, dans les années 50, on n'aura plus des planches, on va mettre souvent du contreplaqué et on va mettre du tapis sur le contreplaqué. Alors souvent, quand on intervient sur un bâtiment plus ancien, on peut très bien souvent, sous le tapis ou sous le linoléum, retrouver du contreplaqué. Souvent, sous le contreplaqué, retrouver des petites planches. Souvent, sous les petites planches, retrouver des planches plus larges.
Et c'est toute l'évolution qu'ont subi les bâtiments. Mais les bâtiments construits en 1900 vont donc pas avoir souvent des larges planches, mais davantage des planches étroites en bois dur, par exemple. Donc, dépendant de ce qu'on a comme constitution de plancher, on peut donc dater davantage nos intérieurs ou un bâtiment. Mais c'est une façon, parce qu'il n'y a pas que les planchers, mais il y a aussi la façon, la structure des murs, la, la, le- la modénature des encadrements des fenêtres, les moulures. Il y a beaucoup d'éléments, dans le fond, qui nous permettent de dater un intérieur ou dater un bâtiment, les éléments d'un bâtiment. Voyons ici ce que c'est. Les plus vieux planchers étaient ce qu'on appelle des plafonds à poutrelles, et ça date de 1735. Donc, vous avez des pièces qui sont très rapprochées, et vous avez et aussi, voyez-vous, taillées avec des épaulements, des épaules. La planche repose sur les épaules, et on charge de, de mortier, et on installe, dans un premier temps, d'abord des dalles de pierre, et puis après, ça va être des larges planches euh, qui, qui seront ou non embouffetées, dépendant de l'époque du bâtiment. Vous avez ici d'ailleurs un document qui est un plan exécuté en 1689 par Robert de Villeneuve et qui indique vraiment voyez-vous, ces plafonds en poutrelle ici, recouverts de planches qui sont symbolisées dans ce dessin-là. Alors, vous avez ici justement un plafond en poutrelle, mais à petite poutrelle supportée par des grosses poutres. Dans le fond, au niveau de la structure des planchers, on peut trouver beaucoup de diversité. L'idée étant que plus on va aller vers le 19e et le 20e, on va avoir moins de ressources de bois utilisées, davantage des solives espacées et des planches qui sont clouées sur ces solives-là. Un peu, un peu comme ici, on voit très bien que on a des grosses poutres porteuses, on est au 18e, avec des petites poutrelles qui viennent s'encastrer dans la grosse poutre portante. Et vous avez ici, on voit très bien, on est fin 18e, début 19e, des solives sur lesquelles repose un plancher de l'étage supérieur de larges planches embouffetées. Donc, plus on a de matière, plus on est au 18e, 17e, moins on a de matière, plus on va vers le 20e siècle. Un autre exemple ici de ces solives sur lesquelles reposent des planches clouées sur les solives. Et on voit très bien ici les larges planches au niveau du plancher du rez-de-chaussée, qui sont elles aussi clouées souvent sur des demi-troncs d'arbres, comme on voit souvent dans nos intérieurs. Et ça, les demi-troncs d'arbres, on peut autant les retrouver dans des structures qui datent du 17e que dans des structures qui datent du début 19e. Un autre exemple ici, où vous avez, ces photos-là sont les photos du village historique acadien, où, où, euh, où on a le loisir de voir effectivement des intérieurs aménagés à l'époque du bâtiment, de la construction du bâtiment. Alors, on est dans les années à peu près 1850 ici. Vous voyez très bien le pièce sur pièce, euh, entre les grosses pièces de bois, empilées une sur l'autre, avec du chanvre qui vient colmater entre les pièces l'espace qui peut se retrouver entre les pièces et qui sont crépis pour protéger les joints entre ces pièces-là. Et vous avez ici aussi donc les solives avec les larges planches qui sont fixées sur les solives de l'étage. Et vous avez au plancher quand même des planches assez larges, encore une fois ici aussi. Alors, on est dans le fond en transition là, entre l'utilisation de larges planches début 19e vers l'utilisation de planches plus étroites dans la deuxième moitié du 19e siècle. Au niveau des escaliers, c'est intéressant, les escaliers, il faut comprendre que euh, les premiers colons venaient d'Europe, les premiers colons venaient par bateau. Par bateau, on avait des charpentiers de vaisseaux
qui faisaient des, des gros éléments au niveau des escaliers, des éléments, dans le fond, des escaliers qui étaient vraiment comme une charpente, très, très solide, très fort, des grosses dimensions avec des gros balustres. Alors, on voit que les premiers escaliers, on voit ici l'escalier de la maison Soumande de l'Orme à Montréal, dans la première moitié du 18e siècle, excusez-moi, sont des gros barreaux, des gros éléments et des gros poteaux tournants, excusez-moi, des poteaux de départ qui forment les escaliers. Et vous avez ici l'exemple de Mézeray en 1777 à Québec. Alors, les escaliers étaient faits de grosses charpenteries. Et encore une fois, et plus on va aller vers le 20e siècle, les escaliers vont s'alléger. Je vais vous montrer ici, euh, au 18e, domaine Mézeray à Québec. Début 19e, déjà, ça s'allège, mais là, on passe de l'étage au comble. Donc, c'est normal, on met moins d'attention, moins de soins à l'escalier. Vous avez ici, milieu 19e, vous avez ici des poteaux de départ 1830, c'est très caractéristique, ces photos de départ très en volute qui datent vers les années 1830, qu'on retrouve dans les intérieurs du début 19e. Et vous avez 20e, des poteaux qui sont davantage tournés, qui vont être intégrés à nos escaliers vers les années 1860. Vous avez ici 1880 aussi, poteaux tournés. On peut comprendre que les tours, encore une fois, les tours se sont beaucoup développées pour faire des grandes pièces dans la deuxième moitié du 19e siècle. Beaucoup d'équipements ont été développés euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avant, tout était fait à la main, donc on peut comprendre que c'était des ouvrages beaucoup plus artisanaux. 1880, le départ d'un escalier. 1910, 1890, 1925, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de diversité, beaucoup de variété au niveau des escaliers, au niveau des barreaux des escaliers, au niveau des poteaux de départ, parce que on a des intérieurs de gens plus fortunés, des intérieurs de gens euh, moins fortunés. Alors, ça va varier beaucoup. Mais on comprend que euh, dès qu'on va avoir des poteaux qui sont tournés, on est plus dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ici, vous avez un intérieur très simple. On est à l'île Bonaventure en 1930, un escalier où là, il y a même absence de garde-corps pour monter à l'étage. Mais il y a quand même un poteau de départ qui est là, qui structure l'escalier. Les fenêtres. Les fenêtres, on peut comprendre que les fenêtres étaient abattant à petits carreaux très rapidement. Des battants à grands carreaux vers la deuxième moitié du 19e siècle. Et je vais vous montrer des images qui expliquent pourquoi on est passé du petit carré au grand carreau. Vous avez la guillotine à petit carreau aussi qui existe parallèlement. Tradition anglaise, tradition française. Les battants sont tradition française, guillotine, tradition anglaise. Il y a aussi guillotine à grand carreau, guillotine avec vitrail. On en a beaucoup à Montréal, dans le quartier, dans le quartier, comment s'appelle ce quartier-là, là, où la partie supérieure de la guillotine, c'est un vitrail. Parce que la partie supérieure d'une guillotine ne bouge pas habituellement. On ne bouge que la partie inférieure. Des battants avec imposte, donc au tournant du 20e siècle, des fenêtres en métal à manivelle est un phénomène très deuxième moitié du 20e siècle. Les verres thermos, c'est un phénomène très fin 20e siècle. Glissière, c'est les bungalows. Donc, c'est les années 1950. Sur au vent, un peu à peu près la même période. Et le triple verre, qui est très rare, mais qui est un phénomène très 2000, année 2000. Alors, ici, je vous redonne un peu les dates du tableau que je vous ai montré, donc je ne vais pas, comme je vois que le temps court, je vais rapidement aller aux photographies. Cette illustration-là, elle est tirée du guide technique d'héritage Montréal sur les fenêtres traditionnelles. On voit très bien l'évolution
importante qu'a connue le tandem porte et fenêtre au Québec. Ici, c'est du papier ciré qui est dans les carreaux. Ici, vous avez des petits carreaux de verre, des plus grands carreaux de verre fin 19e, à guillotine, notamment en milieu urbain à Montréal, dans la deuxième moitié et première. Attends, je vois pas, moi. Je vais essayer de tasser ça. Il me manque une partie. Hop, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, on est au fin 19e, excusez-moi. Début 20e, et à l'après-guerre, c'est le bungalow. Les petits carreaux, là, pour faire des carreaux de verre, pour ornementer pour faire nos fenêtres, il fallait souffler le verre. Le verre était soufflé à la canne. On faisait un cylindre de verre qu'on découpait. Et on peut comprendre que faire des carreaux de verre, ça dépendait de la dimension du disque de verre. Il fallait découper, et donc c'est assez dispendieux. Mais on le reconnaît, le verre ancien, quand on voit souvent les traces que laisse la marque de la canne qui était rattachée au cercle de verre, qu'on appelle le pontil. Mais aussi par le fait qu'en tournoyant le cercle, on emprisonne des bulles d'air. Donc les vieux verres, on voit des bulles d'air allongées où on voit la marque du pontil. La fenêtre à battant, donc on va souffler le verre, on va découper des petits carreaux, 17e, 18e, 19e siècle, dépendant du bâtiment. Fin 19e, ce qui se passe, c'est qu'on va développer une autre technique de fabrication. On va souffler des cylindres de verre qu'on va couper et qu'on va rabattre. On va donc avoir possibilité de couper des plus grands carreaux. Ce qui fait que ce qui va se passer souvent pour les plus vieilles maisons, si vous enlevez 4 carreaux, vous les remplacez par un grand carreau. Souvent, si un bâtiment est original et les fenêtres sont les fenêtres originales, vous allez voir les petits bois qui ont été coupés pour être remplacés ou pour que 4 carreaux soient remplacés par un grand carreau. Ou vous avez un bâtiment qui date de cette fin 19e, où vous avez carrément des battants qu'on dit à 3 carreaux par battant. Alors qu'à l'origine, on avait on disait à battant à 12 carreaux par battant. Et bien sûr, la quincaillerie est totalement différente d'une fenêtre à battant par rapport à une fenêtre à guillotine. On va y revenir aux guillotines. Voyons ce que la quincaillerie pour les fenêtres à battant. Vous avez donc les targettes qui permettent d'ouvrir et de fermer. Vous avez pris du document de Michel Lessard les, les pentures qui permettent de tenir les battants. Et vous avez ici la guillotine, où on voit très bien que la guillotine aussi va subir la même évolution. On dit ici 6 carreaux sur 6 carreaux, 2 carreaux sur 2 carreaux et 6 carreaux sur un carreau, dépendant de la nature architecturale du bâtiment. Et souvent, on va avoir la partie supérieure qui ne bouge pas, qui est remplacée par des vitraux. Notamment, on en voit beaucoup à Montréal. Et vous avez une quincaillerie totalement différente. Il faut des poignées, il faut des fermoirs. Donc, on est vraiment euh, plus dans l'influence anglaise. On est donc au 19e quand on a des fenêtres à guillotine ou au 20e siècle. Alors, vous avez ici des photos de fermoirs pour empêcher que quelqu'un de l'extérieur soulève la partie basse de la guillotine. L'alimentation en eau, les équipements sanitaires de cuisine. Il faut comprendre que l'alimentation en eau, on prenait notre eau de puits qui était creusée au 17e, 18e et même début 19e. Les premières canalisations urbaines se développent vers 1800. La pompe à bras va être introduite vers 1870 et utilisée parfois jusqu'à vers 1930. Mais les premiers réseaux domestiques d'alimentation en eau et de chasse d'eau sont un phénomène vraiment deuxième moitié 19e, donc vers 1890. On va avoir l'eau courante dans nos villes au début du 20e siècle.
Le premier type d'évier avec évacuation vers l'extérieur, c'est une grande pièce de pierre, une grande dalle de pierre qui était creusée avec une pente pour être évacuée vers l'extérieur et qui était bouchée avec un bloc de bois euh, à ce moment-là. Et vous avez les premiers équipements euh, qui sont, encore une fois, vous voyez que je tourne, pas je tourne les coins ronds, mais je vais de façon très schématique. On peut parler beaucoup plus longtemps de tous ces équipements-là, l'évolution des équipements, mais disons que ce qu'on connaît aujourd'hui, nos toilettes, nos équipements de cuisine, c'est vraiment, encore une fois, la deuxième moitié du 19e siècle. Vous avez ici les premières douches à gauche, la toilette à chasse avec une boîte de bois. Donc, il faut donc l'alimentation d'eau courante. L'eau est amenée dans par ici, dans la boîte de bois et on, on tire sur la chasse d'eau pour évacuer l'eau dans la toilette. Et ça, c'est un phénomène, encore une fois, c'est deuxième moitié du 19e. Et la boîte d'eau va être rapprochée de ce qu'on dit la cuvette, là, au début 20e, pour être un peu l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui. Et on voit très bien les plages, les pages, excusez-moi, pas les plages, mais les pages des catalogues vers la fin 19e, où on vendait des bains en tôle, des bains émaillés, en acier émaillé, en fonte émaillée, excusez-moi, les bacs qui permettaient de se laver aussi à la même époque. Et on voit l'évolution donc, comme j'ai montré précédemment. Alors, on est vraiment là. euh, de fait, j'ai mis fin 18e parce que ces, ces cuvettes pour se laver étaient ce qu'on utilisait pour se laver à la fin 18e. Mais on comprend bien que tous les bains et ces équipements-là est beaucoup plus un phénomène fin 19e, début 20e. L'éclairage, François, je vais me oui, permettre oui, une question. Est-ce qu'il reste assez pour faire une rencontre non. suivante? Non, Je, OK. Bon, ben je terminons. penserais pas. Mais c'est qu'il faudrait que je m'échappe pour revenir ensuite pour voir où j'en suis rendu. Mais je pense, attends, ben, Ben, c'est juste que je veux pas qu'on perde oui, du plaisir en oui. Mais survolant trop rapidement. Puis l'idée, en c'est même que, temps, je veux garder du temps pour des questions. Donc, OK, ben, là, il me restait l'éclairage et toute la question d'isolation. hmm. Parler d'isolation. Peut-être qu'effectivement, parce que je sais que une problématique importante, l'isolation. On a tendance à vouloir isoler nos bâtiments anciens. Souvent, on en fait trop. On pourrait faire une rencontre juste sur Oui, oui, l'isolation. oui, oui, je pense Oui, que oui. parce Et que mettre aussi l'éclairage avec ça, peut-être. Ah, Oui. OK. Et là, répondre aux questions maintenant, parce que je me rends compte que les sessions, j'ai trop de choses, j'ai trop de choses à parler. Peut-être que je parle trop, peut-être aussi, là, mais oui, le sujet est large, hein. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Oui, c'est et ça. Puis, vaut mieux pas se Oui, presser. Donc, d'accord. on fera une prochaine rencontre, là. Je me prends une note à l'instant. OK. Éclairage et isolation. Et on pourra avoir des cas d'isolation, des cas d'espèces, des cas de figure pour l'isolation, tant qu'à y être. C'est Prenons le. ça. C'est Parce un que, beau sujet à traiter en oui, profondeur. parce qu'on magane beaucoup de bâtiments sous prétexte de vouloir les isoler. Et Mhm. il faut vraiment faire attention quand on isole un bâtiment ancien, parce qu'on n'a pas nécessairement à tout isoler et non plus les murs. C'est souvent pas là qu'on perd la chaleur. Mais on va y revenir. On y reviendra, c'est Ouais, ça, exactement. ouais. On en parlera en détail. Alors, c'est un très vaste sujet. en C'est avril prochain, peut-être. On très, verra. très vaste sujet. Ouais. Alors, C'est ça. écoutez, Sur le fil de discussion, tout le monde est. Ben, tout le monde. Il y a deux commentaires qui allons-y. recommandent de reprendre sur Ouais, l'isolation. allons-y. Allons-y. Alors, je vais m'échapper. Et on Mhm. va. Je voulais aussi parler des éléments saillies. Dans le fond, j'ai plus d'éléments à parler qu'il me reste trop de choses. Écoutez, on fait une troisième session. Alors, C'est ça. je serai maintenant à répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez gardé vos questions pour la fin ou vous étiez absorbé par.
Peut-être que Euh, mon rythme de parlure était trop rapide, je ne sais pas. Ah non, non, je suis sûre qu'il y en a qui se sont notés des petites choses, là. Moi, je vais regarder dans mes notes. Alors, Euh, allez-y, je suis ouvert à répondre à vos questions. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que dater un élément, c'est pas toujours évident. Et il y a pas un seul facteur qui nous permet de dater un élément. Souvent, il faut mettre en corrélation plusieurs facteurs. Mais l'idée, c'est quand on achète une propriété ancienne, c'est d'essayer de conserver le maximum tous ces éléments intéressants qui témoignent de l'évolution d'un bâtiment. À part le vinyle sur les murs à l'extérieur, là, qu'on peut scraper allègrement sans problème, là, il n'y a pas lieu de conserver euh, un clin de vinyle sur un bâtiment, là. Ou même le préfini dans nos intérieurs. Encore une fois, ça dépend de la qualité de ce qu'on a dans nos intérieurs. Oui, je vois que M. On a Bélanger Dave Bélanger, oui. a levé la main. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, Monsieur Varin. J'aurais deux petites questions. La première, avec la tôle à la canadienne, Oui. on voit des carrés, des fois, qui sont plus gros, d'autres plus petits. Puis je sais que je me suis souvent fait dire que les plus petits étaient plus anciens, mais est-ce qu'on a une idée à quel moment il y a eu une transition dans la taille des carrés de la Oui. tôle à la canadienne? On peut comprendre que les carrés plus petits, effectivement, c'est beaucoup plus ancien, c'est beaucoup plus 18e siècle. Parce que on avait les dimensions des tôles qu'on pouvait avoir n'étaient pas très grandes. Donc, on a développé ce qu'on appelle la petite canadienne. Et au 19e, avec les laminoirs qui permettent de faire des plus grandes feuilles de tôle, donc on est au début, au milieu du 19e, on va faire ce qu'on appelle la grande canadienne. La petite canadienne, on va la partir directement du débord du toit jusqu'en haut. Et alors que quand on va faire la grande canadienne, on va mettre une grande bande de tôle Oui, oui. au débord du toit et on va partir plus haut les diagonales de la grande canadienne. Et pourtant, la petite canadienne, elle était aussi étanche que la grande canadienne. Mais c'est comme si on a peur d'avoir peur et donc on va mettre une grande feuille de tôle sur le débord et à peu près 2 pieds plus haut, on va partir la grande canadienne. Moi, c'est la distinction que je ferais. Donc, on est plus petite canadienne 18e, grande canadienne 19e. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut faire. On a des membranes, on a toutes sortes de choses pour rendre ça le plus étanche possible, comme on l'entend. Oui. Ma deuxième question, merci. Puis ma deuxième question, si vous me permettez, est sur le LATI qui Oui, précède le crépi. Euh, il y a des fois des LATI qu'on voit qui sont vraiment carrelés, là, oui, oui. vertical, horizontal. Puis chez moi, il est plus oblique. Est-ce que c'est juste une fantaisie du fabricant ou il y a quelque Non, chose en lien avec non, l'âge ou... non. Moi, je dirais même que à l'oblique, c'est ce qui est le plus ancien au niveau du latage. OK. Je ne sais pas de quand date votre maison, mais moi, les contextes où j'ai vu du latage à l'oblique, c'était les bâtiments les plus anciens. Et à l'horizontale, plus récent. OK. Carrelage, plus récent aussi. Mais à OK. l'oblique, c'est assez ancien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors ensuite, j'avais Claire, Claire et Clément et troisième main, là, là, je ne suis pas certaine dans quel ordre il faut dire ça, là, mais j'ai Bizot Régis. Donc, donc, on va commencer par Claire. Oui, Il faut ouvrir ton micro, Claire. je vous écoute. Merci, bonne idée. Je suis en train de restaurer une maison qui date plus ou moins de 1725. Oui, Et puis, on a enlevé le lambris, qui datait probablement autour de 1880 aussi. Et derrière ça, on a trouvé plusieurs épaisseurs de crépi. oui, Mais ils tiennent directement sur la pierre. Il n'y a rien qui les... oui. Mais là, moi, le latage, on peut comprendre que le latage, on le mettait sur des bâtiments à structure de bois. Ah, OK, j'ai Alors compris. que la pierre OK, elle-même, avec tous les joints que donne la maçonnerie, le crépi peut s'accrocher aux joints de pierre. voilà. Sur J'ai la bien maçonnerie, compris. il n'y avait pas habituellement pas de latage. On mettait Mhm. le latage sur les structures de bois. Vous m'évitez d'aller chercher mes petits picotis.
Oui, oui, parce que là, ça allait chercher longtemps, là, ça, vous avez une Je vais maçonnerie. chercher longtemps. Oui. OK, merci. Clément, tu avais une question? Oui, juste pour poursuivre sur le plâtre, j'ai vu une maison en restauration, une maison de pierre de 1807, qui avait un plâtre posé directement sur la pierre. Probablement vers 1855, où elle avait été vendue à une autre famille, il y avait un plâtre sur latis scié, cette fois-là, sur toute la surface de la pierre. Oui, mais là, il y a un espace d'air actuellement qu'on a mis. Où les, Pardon? il y avait un espace d'air, il y avait des fourrures qu'on appelle des fonds de clouage qui étaient fixés à la maçonnerie et on mettait le lattage sur les fonds de clouage. Oui, exact. Oui. Mais si on retrouve le plâtre directement sur la maçonnerie, euh, c'est une bonne façon de faire C'est aussi. d'origine, ça, là, Oui, mon oui, tout à fait. construction de 1807, oui. Puis mon autre observation, c'est la tôle en plaques. C'est posé un peu à la manière des tôles gaufrées. J'ai vu ça dans ma région. Je ne sais pas si c'est répandu. C'est des tôles qui ressemblent un peu comme pose à la tôle à la canadienne, mais sur un axe parallèle au bas du toit, là. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est sur les murs, ça? Est-ce que vous Non, parlez? sur la toiture, La toiture. en plaque, oui. Mais C'est- en plaque à l'horizontale? Oui, je vais t'envoyer une photo. Oui, oui, j'aimerais savoir ça parce que, en principe, ben, ça dépend. Si c'est les feuilles de tôle embossée ou les feuilles des plaques, un Mm, peu à la façon des tôles embossées à graffer, effectivement, ça se pose à l'horizontale. oui. Non, aucun motif. C'est vraiment des tôles Oui, alors blanches. c'est possible. Oui, C'est possible. je Et montrerai ça. c'est en bon état? Oui, oui. OK. Mais, c'était sur des maisons, c'est sur des maisons construites au début du 20e, OK, 1900, 1905, 1907, là, quelque chose comme ça. d'accord. Ah oui, c'est possible, tout à fait. Mais j'aimerais ça avoir une photo. Oui, je t'enverrai ça. Ça Merci. fait plaisir. Ensuite, on avait donc G. Bizot-Régis, que je- j'imagine que c'est Régis Bizot quelque chose. Alors, c'est Gabriel, je ne sais pas pourquoi que Ah, ça l'a écrit comme ça. Dans le fond, moi, notre maison, c'est en bardeau de cèdre. Puis, il va falloir le faire, faut le refaire bientôt. Puis, nous, on veut garder ça en cèdre. Mais je me demandais au Québec, parce qu'il y a différentes qualités dans les bardeaux, là. Je ne sais pas Ah, si tout à ça a fait. rapport avec la présentation, mais je cherche où est-ce qu'on pourrait trouver vraiment tu sais, du bardeau qui est fendu au lieu de coupé, là, comme Eh on mon voit. Dieu. Moi, Ça existe encore, tu sais. ouais, j'aimerais bien qu'une entreprise se parte à faire du bardeau fendu, mais à ma connaissance, moi, je ne connais pas ça. À moins de le faire vous-même manuellement, puis là, ben, il faudrait avoir le cèdre, les billes de bois, puis les outils qu'il faut. Mais euh, Ouais, c'est pas vraiment le cas. au village historique acadien, ils font du bardeau de cèdre fendu. OK? Est-ce que vous pouvez prendre un arrangement avec eux pour qu'ils vous fournissent? Pourquoi pas essayer? Mais à ma C'est c'est- connaissance, c'est la c'est qui seule, vous m'avez dit? pardon? C'est qui vous m'avez dit, excusez-moi? Le village historique acadien Ah, OK, OK. Je vais me au prendre en note. Nouveau-Brunswick. C'est où ils font la démonstration sur comment se fend le bardeau de bois et ils font du bardeau de bois pour restaurer et entretenir leur bâtiment. C'est quand même un site assez important, mais ça serait intéressant de voir s'ils ne peuvent pas en produire davantage et alimenter le marché pour ceux qui veulent mettre du bardeau fendu. Mais Ouais, en effet. c'est clair que le bardeau fendu, son espérance de vie est peut-être de 60-70 ans, alors que le scié, ça va peut-être durer, ça dépend de 20 à 50 ou à 60 ans, ça dépend ce qu'on a fait comme fond, comme, tu sais, si on a mis une chambre d'air en dessous, si on a assuré la ventilation, il y a différentes façons de le faire maintenant en prenant du bardeau scié. Mais ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer, Gabriel, davantage d'informations parce que là, c'est important de voir que on ne peut pas mettre le bardeau scié aujourd'hui, si on veut que ça dure un peu, là, sans prendre certaines précautions. Le traité, Ouais, c'est le, ça. ouais, le traité, acheter la meilleure qualité, parce qu'il y a plusieurs qualités. Il faut acheter une qualité où il n'y a aucun nœud sur toute la surface du bardeau. Il y a une très bonne entreprise qui fait du bardeau scié, qui s'appelle SBC, qui est à Saint-Prosper-de-Beauce, SBC. SBC, Et OK. ils peuvent vous vendre du bardeau de cèdre naturel
pas traité. Ils peuvent aussi vous vendre du bardeau de cèdre qui a été traité, donc trempé OK. dans une huile de protection et qui fait que vous pouvez le poser directement, lui. Mais OK. il est plus cher, bien sûr, que si vous l'achetez sans traitement, parce qu'il faut penser que chaque bardeau est trempé individuellement. Mais, Ouais, c'est ça. Ben, il y mais a tellement. si vous allez sur le site web de SBC, je pense qu'ils vendent beaucoup au marché américain, hein. OK. Comme Maybach aussi en fait aussi. Mais OK. ils alimentent beaucoup le marché américain où ils n'ont pas peur de faire des toitures en bardeaux de bois. Nous, on a un peu peur de ça encore, toujours. Ouais, Mais c'est ça que je trouve. Puis depuis, nous, on est emménagé depuis juillet. Puis j'ai même des compagnies qui me répondent même pas. ouais. J'essaie vraiment de Mais vouloir envoyez, le refaire en envoyez, 7 parce que c'est ouais. très beau, mais Envoyez-moi un courriel pour c'est que je compliqué. puisse pas vous oublier, là, puis que je puisse vous répondre, vous envoyer des informations Parfait, je vais vous plus envoyer ça. précises. Parce Je que moi, je rajouterais, trouve ça admirable, ceux qui veulent faire des toitures en bardeaux de cèdre, parce que moi, je l'ai fait, on l'a fait sur une église à Tadoussac récemment. Euh, il y a d'autres bâtiments où les gens en font. Donc, c'est possible de faire des bonnes couvertures de bardeaux de cèdre. Mais il faut juste prendre certaines précautions. Ouais, je sais, la maison du domaine Mézeray, c'était au printemps, on avait été pour un événement, puis c'était en train de se faire refaire, là. Puis là, ben là, notre maison qu'on s'est achetée est en bardeau de cèdre, mais il est magané. Puis Oui, je trouve, c'est tellement beau. Je voudrais vraiment garder ça. tout On à veut fait. garder ça en bardeau de cèdre, Tout, moi et tout ma à conjointe. fait. Tout à fait. Ouais. je Ben, je vais rajouterais vous qu'il y a un envoyer un bon, message, c'est sûr. Oui, Clément? J'ajouterais qu'il y a eu un bon document qui a été publié par le ministère de la Culture, un bois Exact. bardeau avec Quérillon et Oui, oui, exactement. Une conjointe, là, oui. Une Boulotte. collègue, oui. Je pense Oui, au que centre de c'est conservation. Oui, Centre de vraiment conservation du Québec, là. un document complet qui concerne tous les aspects du bardeau de bois. C'est Ah, je un vais regarder ça. ouvrage. Oui. C'est où, monsieur, vous m'avez dit? Pardon? C'est le C'est où centre. que je trouve ça? C'est le ministère de la Culture qui a publié ça Ah, euh, OK. à Québec. Ça s'appelle Bois Bardeau. Et Ben, je vais vous le montrer, je l'ai ici. OK. l'auteur, c'est deux auteurs qui sont chercheurs au Centre de conservation de Québec, Oui, c'est Quérillon, ça. Je l'ai ici, là. Je vous Quérillon puis envoie le Mme lien. Brulotte, il me semble. Et c'est un Je l'ai document ici. vraiment complet. C'est le document Bois ici. Bardeau, c'est ça. Ouais. C'est Je vais par les regarder ça. publications du Québec, mais c'est le Centre de conservation du Québec qui a fait des essais, des expérimentations et qui donne un peu des idées sur la meilleure façon de faire une couverture de bardeau de cèdre. Mais OK. en le recommandant toujours de le faire parce que ça a été fait justement pour valoriser la couverture de bardeau de cèdre. Oui, j'ai mis le lien dans la discussion là, vers le site Internet. Donc, vous pourrez envoyer votre question à l'adresse info au groupe conseil, puis on va la faire suivre à François. Ouais. Parfait. Alors, je vais envoyer ça. Merci beaucoup. Super. Merci. Marie, Caro? Oui, bon, d'abord, grand merci, M. Varin, c'est extrêmement intéressant. Moi, ma question, c'est sur les volets. On voit parfois, ou plus souvent, des volets qui sont extérieurs, les volets de bois là, qui roulent sur l'extérieur, mais j'ai cru remarquer sur des maisons plus anciennes, mais je ne sais pas si je me trompe, mais les volets qui sont à l'intérieur, est-ce que c'est vraiment une date qu'on voit comme les volets sont comme sur le bord de fenêtre puis se ferment comme ça, De plus pour couper la l'intérieur, hein? lumière? Oui, de De l'intérieur, oui. l'intérieur. Mais ça, c'est une façon de fermer les fenêtres qui est très ancienne. Les premiers bâtiments étaient munis de... Les bâtiments assez importants étaient munis de contrevents intérieurs comme ça. Et de jalousies ou de volets extérieurs. On avait les deux. Les Donc, volets, toujours quand on est à l'intérieur, on devrait avoir un extérieur aussi qui oui, protège les fenêtres. certainement. Si OK. vous avez ça, il devait en avoir qui ont disparu, peut-être, et il y a une quincaillerie très particulière qui tenait les volets extérieurs. Et à l'intérieur, ben, ils étaient repliés et rabattus dans les, euh, les côtés. Enchâssé, là, comme un peu C'est ça, intégré dans le tout mur. à fait, OK. tout à fait. OK. Donc Donc, c'est ça, vous plus avez, ancien. On parle d'avant quoi? ben, 18e, 19e. OK. On a cessé de faire ça. Au 20e siècle, on a pas mal simplifié tout hein, dans la construction. Merci Alors, beaucoup. vous êtes en contexte, beaucoup de maisons de l'époque victorienne ont comme ça des volets intérieurs. Enfin, aujourd'hui, on a nos stores là, qu'on baisse, là. Hein? Mais à l'époque, c'était pas ça.
On a un commentaire aussi dans la discussion de M. Bourassa, de Guy Bourassa, qui dit qu'ils ont des poutres au plafond qui montrent des faiblesses en parlant de l'allègement des matériaux qui parfois auraient été au détriment de la solidité au niveau des plafonds. Oui, mais il faut faire Ouais. attention. Peut-être que le bois, il peut y avoir des fissures qui sont absolument pas critiques au niveau stabilité. À moins que la poutre là, est fléchie, là, c'est que le bois en séchant, il y a un certain retrait. En Mhm. autant que la fissure n'est pas continue en ligne droite, mais que c'est un peu tout d'angles différents, il y a pas de danger. OK. Absolument pas de danger. Ça dépend vraiment de l'état de la poutre, là, puis Dans le fond, c'est un peu parce que tantôt, vous parliez d'allègement en Oui, général des matériaux. Puis moi, quand je regarde mon plafond, la maison date de 1876, et puis l'espacement est assez grand entre chaque poutre, et la poutre est vraiment, je dirais, minimale par rapport à la surface, là. oui, c'est possible qu'ils aient été un peu trop loin, là. On a dû faire venir un ingénieur, et puis lui, il a été très étonné là, du fait Oui. que c'est encore solide, Les tuyaux, oui, malgré la légèreté de la poutre tout et à fait. l'importance Oui. des poutres, mais ça tient depuis ce Mais temps-là. c'est Par contre, ça qui est beau. L'épreuve du temps, c'est le meilleur témoignage, ça, là. Les ingénieurs ont beaucoup de difficulté à comprendre que des structures anciennes se tiennent encore. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs qui comprennent vraiment les structures anciennes et qui sont OK. capables de donner des conseils judicieux. Ils vont venir vous mettre des poteaux partout, des choses partout. Maintenant, c'est possible que dans le cas d'un bâtiment, il y a eu une faiblesse au niveau de la construction, c'est possible. Mais si votre bâtiment tient toujours et que ça n'a pas trop fléchi, puis que c'était quand même relativement droit, parce qu'il y a toujours le poids des matériaux qui fait que, hein, il y a un certain affaissement, mais pour moi, je On ne me était un peu questionnerais dans pas le trop. doute parce que et l'architecte et l'ingénieur nous suggéraient de soit changer des poutres ou soit les solidifier. Écoutez, ça se tient bien là actuellement? Oui, Pourquoi du jour au lendemain, comme ça tomberait? Quand ça fait déjà 150 ans? ouais, ouais, Non, il ouais. faut faire attention, là. C'est en tout cas, Qu'est-ce que j'ai fait présentement sur la poutre qui avait une fissure qui était pas continue? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai indiqué une petite marque sur la fissure et puis on suit la progression à et puis savoir est-ce que ça se fissure plus? Est-ce que c'est stable? Donc, c'est ça qu'on essaie oui, de voir. avez-vous vu un changement? Vous Non, n'en verrez pas probablement de changement. non, non. Le bois en séchant, il y a eu les fibres se sont rétractées, il y a eu des contraintes intérieures, mais en autant que la fissure n'est pas continue, ce qui indiquerait autre chose. Mais c'est ici et là, c'est sur une courte distance, il n'y a aucun danger. En tout cas, c'était très rigolo de voir l'architecte monter au deuxième étage et puis sauter de tout son poids sur le plancher pour voir comment ça réagissait. Ouais. C'était vraiment cocasse. Non, puis ça, c'est dans le fond, s'il y a un léger affaissement, c'est simplement le poids de la poutre mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux du tout. D'accord. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Puisque ça fait quand même 1 heure et demie. On a une suite aussi à programmer. Oui. Et là, donc, on verra l'éclairage, on verra l'isolation, on verra différents éléments, puis on verra comment aborder la question d'isolation d'un bâtiment ancien. Autant au Oui. niveau du sous-sol qu'au niveau des murs, qu'au niveau de la toiture, qu'au niveau de. Je pense que ça vaut la peine, effectivement, de prendre du temps, hein. Clément, tu es d'accord avec moi là-dessus? Absolument, oui. La question d'isolation, là, c'est très souvent, on a souvent des Oui. questions là-dessus, puis ça dépend du type de maison aussi, hein. Structure de pierre, de briques, de Ben, bois. tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de précautions à prendre pour Oui. aborder ça. Et moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'au nom de l'isolation, qui serait soi-disant déficiente, on Mhm. bousille souvent des bâtiments, on modifie leur architecture. Alors, je vais conclure parce que sinon, vous allez repartir sur l'isolation. Donc, on va se garder du contenu pour la prochaine fois. Un très grand merci, François, comme d'habitude. Puis les gens dans la discussion là, le note, là, c'était super intéressant, super enrichissant. Euh, Moi, je me suis pris plein de notes de vocabulaire puis de petits mots là, que j'ai appris. Là. Donc, un grand, grand merci. On regardera là, pour une date. Puis, évidemment, ben, suivez l'infolettre. Là, c'est surtout par là qu'on communique sur
sur les rendez-vous du dimanche. Un grand merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. plaisir. Bye bye. Bye bye.